sujet, pour dire la personnalité. C'est très difficile de choisir. Au lieu de faire quelques chachamim sfaradim, on pourrait passer toute l'année, des années à ne faire qu'épuiser les chachamim sfaradim. Il y a d'ailleurs récemment un site internet qui a été développé qui s'appelle Achacham Yomi, dans lequel il regroupe pour tous les jours de l'année un chacham séfarade qui est décédé, et avec non seulement sa biographie, mais des textes de ce chacham pour connaître son œuvre. Et c'est en permanence en train d'être complété. On essaie d'arriver jusqu'à 1000 chachamim, et ça manque pas, on a même des dates où il y a plus qu'un chacham pour la même date. Alors c'est très difficile. Étant donné qu'on a étudié la dernière fois Rabbi Raphaël Berdugo, et qui représentait plus le judaïsme au Maroc classique, traditionnel, avant l'époque moderne, j'ai pensé étudier aujourd'hui un autre chacham qui lui représente pour nous le judaïsme séfarade en Israël, avec toutes les évolutions du sionisme et depuis avant l'État d'Israël jusqu'à après l'État d'Israël. Et d'autant plus que c'est souvent une partie de l'histoire qui n'est pas tellement racontée, puisqu'on parle toujours du sionisme, l'histoire officielle du sionisme, et on ne parle pas de tous les, ceux qui ont contribué, j'irais presque de manière naturelle, juste pour, d'ailleurs on en parle beaucoup dans ce livre-là, un livre très intéressant et qui est conseillé en hébreu, Noladtem Tzionim, c'est sur tout l'apport des Sfaradim au sionisme dans l'époque qui a précédé la création de l'État d'Israël. Ils l'ont d'ailleurs mis, parce que c'est du Mahon Ben Tzvi, il est d'ailleurs maintenant Shavua à Sefer dans les livres qui sont bradés, ils ont pas dû en vendre assez. Alors Yitzhak Betzalel à 25 shekels, ils vendent ce livre-là, qui est très bien parce qu'il représente vraiment toute la part des Sfaradim dans toute l'entreprise sioniste. Alors le chacham dont on va parler ce soir, c'est Rabbi Yaakov Moshe Toledano. Alors comme son nom l'indique, Toledano, on l'imagine au Maroc, mais non, il n'est pas né au Maroc, après il est venu au Maroc, mais il n'est pas né au Maroc, il est né à Tibériade. Parce qu'une bonne partie des Chachamim Sfaradim et des Séfarades de manière générale, quand ils montaient en Israël, il y avait la direction, c'était les villes Kedoshot, dont Yerushalayim, et Tibériade, ça faisait partie vraiment des endroits de base. Et vous allez voir qu'il a écrit d'ailleurs sur Tibériade énormément. Donc son père, c'est Rabbi Yehuda Toledano, qui est monté à Tibériade en 1862 et qui a créé une yeshiva à Tibériade dans laquelle son fils, Rabbi Yaakov Moshe Toledano, né en 1880, étudie dans la yeshiva de son père. C'est bon, alors comme toutes les grandes histoires de grands chachamim, un étudiant brillant, etc. Puisque dès l'âge non seulement il étudie la yeshiva, mais à l'âge de 17 ans, il devient enseignant dans la propre yeshiva où il a étudié. C'est rien qu'avoir un ordre d'idée du chacham. Mais il y a quelque chose de particulier, et ça, toute sa vie on le retrouve, c'est que c'est un chacham qui est extrêmement intéressé par tous les textes et les manuscrits et tout ce qui a pu être oublié, et il passe sa vie à ramasser des textes et à les publier. Et on a plusieurs livres de lui qui ne sont que des manuscrits publiés, des feuilles, des volets, etc. Par exemple, un point important à signaler pour ceux qui étudient le Rambam, le Pirouche à Mishnah du Rambam a été retrouvé il était plus ou moins conservé dans la communauté de Damas par certains juifs, en tout cas une partie du Pirouche, et c'est Rabbi Yaakov Moshe Toledano qui l'a publié le premier, dans les années 20 du siècle dernier. Et ce n'est qu'ensuite qu'a été rajoutée la deuxième partie du Pirouche à Mishnayot, qui était en Angleterre, à Oxford, et qui, les deux finalement, ont été publiés et sont aujourd'hui utilisés. Alors écrite en arabe et traduit par le Rabbi Yaakov Moshe Toledano en hébreu. Pour vous donner un ordre d'idée de sa chorma, on dit connaissez par cœur Shem HaGedolim. Shem HaGedolim, c'est le livre du Hida qui a été écrit par le Hida sur l'ensemble de toute la littérature des Chachamim, par Chacham, sa vie et son œuvre, et qui lui-même pour le Hida, c'était aussi quelqu'un d'extraordinaire de ce point de vue-là au niveau de la mémoire. Le Hida, on parle du XVIIIe siècle, Chacham d'Eretz Israël, qui a voyagé dans le monde juif, il a rencontré Marie-Antoinette, il a rencontré tous les... le Hida a eu l'autorisation de pénétrer à la bibliothèque, à l'époque c'était la bibliothèque nationale, c'était la bibliothèque royale,
de France le jour de Noël où il débarque là-bas parce que, comment dire, c'est une histoire amusante, Marie-Antoinette l'a vu et il y a Chacham qui arrive avec le côté oriental, faisait quelque chose d'exotique à l'époque, elle lui a donné la permission de rentrer, c'est pas quelque chose de, comment dire, de banal de recevoir, et on sait tout ça parce qu'il avait l'habitude sur chaque livre ou manuscrit, même qui ne lui appartenait pas, qu'il parcourait, de signer son nom. Le Frida, je suis passé par là, enfin bon, non, ça date. Et alors pourquoi le Shepak d'Olive est intéressant, c'est qu'il a fini sa vie à Livourne, et Livourne étant un port de commerce, une grosse communauté, etc., il y avait un grand problème, c'était est-ce que peuvent arriver des gens qui amènent des maladies. Et avant de rentrer dans la ville, on mettait les gens dans un camp de transit, un peu de quarantaine, 40 jours, et ensuite il passait, alors il raconte que pendant ces 40 jours, il n'avait rien à faire, il s'est dit, je vais de tête rappeler tous les livres. Il a écrit l'encyclopédie la plus utilisée des Chachamim et des textes juifs dans ces 40 jours, simplement de tête, et jusqu'à aujourd'hui, ça fait, comment dire, référence sur l'ensemble des Chachamim, etc. Alors pour dire, ce livre qui s'appelle Shem Hagedoli c'est dans la même lignée que le Chida, ce Rav Yaakov Moshe Toledano, totalement, comment dire, en tête chez lui. Plus que ça, alors on commence déjà à voir le début comment dire, je ne dirais pas des histoires, mais des polémiques. Il dit qu'il faut permettre à jeunes étudiants, pas simplement de connaître les textes juifs, mais d'avoir une ouverture sur toute la littérature, sur toutes les connaissances. Et donc il veut fonder à Tibériade une bibliothèque municipale, une bibliothèque où les embêtes arabes, et dans cette bibliothèque-là, il comment dire, amène non seulement les livres, mais aussi des journaux, ce qui ne plaisait pas tellement à d'autres, comment dire, Chachamim. Elle n'a pas duré plus d'1 an et ça a été, avant cette histoire, etc., quelque chose de clos. La maladie du choléra touche les gens de la ville de Tibériade, il est obligé de fuir. Alors, premier point important, il passe à Pékirim. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Pékirim, dans le Galil, qui est une des comment dire, villes où, de manière traditionnelle, il y a toujours eu des juifs. Alors, il y a toujours eu des juifs, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose d'aussi simple que ça, parce qu'à l'époque où il passe, on parle de 1906-1908, dans ces années-là, il revient véritablement en 1912 et après à la guerre. À Tzfat, disons de 1906-1908, il est réellement que à Pékin, après il fait des allers-retours pour essayer de renforcer le Yishuv à Pékirim. Et c'est pas tellement facile que ça, parce qu'il a dans ce livre-là, d'ailleurs c'est très bien décrit, la politique de Ityashvut des organismes sionistes n'était pas nécessairement liée avec la réalité sur le terrain. À savoir que c'est une Ityashvut qui était fondée sur ceux qui faisaient partie des différentes factions de l'organisation sioniste, était soutenue aux dépens de certains qui étaient là de manière comment dire, traditionnelle, et notamment Pékin, et il s'insurge de ça. Il y a des lettres qui sont envoyées en disant mais avant d'envoyer de nouveaux personnes faire de l'agriculture, etc., ici il y a des gens qui ont toujours eu cette tradition-là et qui n'arrivent plus à tenir le coup. N'oubliez pas que c'est l'Empire ottoman qui à cette époque-là qui croule sous les impôts, autant aider cela. Et ça n'a pas été tellement entendu, et finalement le Yishuv à Pékin va de moins en moins jusqu'à ce que finalement, bon, on parle d'une famille qui aurait conservé, d'une manière générale, ça n'a pas réussi, alors qu'il décrit une situation où quasiment la majorité des terres agricoles de l'endroit étaient juives. Et pas du tout arabes. Aujourd'hui, on n'a plus du tout cette... comment dire, ils ont perdu totalement leur position. Maintenant, c'est intéressant de ce point de vue-là, à la fois pour Pékirin, mais aussi pour Tibériade. Et ça, c'est un point très important à rappeler. Quasiment dans tous les débuts de Ityashvut, en dehors des villes traditionnelles, en dehors d'Yerushalayim, en dehors de Tel Aviv, en dehors de Tibériade, ce sont des Chachamim Sfaradim qui étaient à l'initiative de créer quelque chose en dehors. Et en dehors de Tibériade, n'oublie pas qu'à l'époque, Tibériade, c'était encore Tibériade chez Ben Achomot, et de Tibériade chez Ben Achomot pour développer un nouveau quartier de Tibériade, notamment le Kever du Rambam. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il a publié le livre du Rambam, il a toujours été totalement lié avec le Rambam, comment dire, tout ce qui concernait le Rambam. Il a créé un quartier qui s'appelait Maïmonia, au nom de Maïmon, le Rav Yaakov Moshe Toledano, en dehors de la vieille ville, pour pouvoir justement s'installer et développer le Kever du Rambam. Lui qui a été à l'initiative de créer tout autour du Rambam, tout ce qui est, comment dire, la tombe, etc. C'est après, plus tard, je vais arriver, quand il était en Espagne, au Maroc,
un donateur qui l'a comment dire, sensibilisé à la question du Kever du Rambam, et grâce à lui, il a réussi à comment dire, faire autour du Rambam ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors maintenant, comment dire, la suite de l'histoire, je dis donc pas d'ordre sibérial, mais plus important que ça dans l'histoire sioniste. Et ça, c'est beaucoup moins décrit parce qu'on parle toujours. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Nolatem Tionim, ce livre-là? Parce qu'il y a une phrase de Nahum Sokolov qui dit vous les Sfarad, Nolatem Tionim, mais nous, Nihienu Tionim. Nous, on est devenus. Alors que vous, vous êtes nés naturellement sionistes. Il y avait quelque chose de continu dans la tradition de ces Rachamim, mais pas quelque chose de. Alors maintenant, on connaît Nahum Sokolov pour tout ce qu'il a fait. Comment dire, dans l'entreprise, l'écrivain qu'il était comment dire, partisan et actif dans toute l'entreprise sioniste. Mais il y a un point qui le lie avec Rabbi Yaakov Moshe Toliano, c'est le traité de Versailles. Et ça, c'est moins connu. Alors, pour parler de ce traité-là, je reviens un peu en arrière au niveau de l'histoire, parce que c'est très intéressant. La guerre de Crimée, 1854, c'est là où les choses commencent. On a l'impression qu'on n'a rien à voir avec nous. On connaît la rue de Crimée, le boulevard Sébastopol. Tous ces noms-là sont appelés en France. Pour quelle raison? Pour une raison toute simple, c'est que les Français ont battu les Russes. C'est Napoléon III contre Nicolas le tsar. Et les Français et les Anglais sont en coalition contre la Russie. Pour des questions territoriales, pour beaucoup de questions d'influence notamment. Et s'associe aux Français l'Empire ottoman, pour une raison très simple. Et là, des fois, les gens ne voient pas dans l'action d'Akadosh Baruch Hu, des fois, des choses qui nous semblent, comment dire, on se dit, bon, pourquoi ça s'est passé comme ça? Mais finalement, tout s'engrange, un engrenage pour que ça arrive finalement sur le bon résultat. Les Français, les Anglais et l'Empire ottoman font la guerre aux Russes, qui est une guerre qui se traduit pas pour les Tamars. Alors les Ottomans et les Russes, c'est facile, parce que la Turquie et la Russie, c'est, comment dire, en lutte perpétuelle sur le territoire. Mais les Français et les Russes, c'est sur une comment dire, zone d'influence entre les chrétiens orthodoxes, les chrétiens catholiques. Et bon, anglicans, français, anglais ensemble. Dans cette guerre-là, ils gagnent la guerre. Et suite au fait d'avoir gagné la guerre, avec l'alliance avec les Turcs, les Français, avant même que continue toute la suite, les Français et les Anglais obtiennent des zones d'influence à l'intérieur de l'Empire ottoman. Et c'est ce qui détermine la suite de l'histoire, à savoir que les Français vont avoir le nord, au niveau du Proche-Orient, le Liban et la Syrie, et les Anglais, la Palestine, après ça va devenir la Jordanie, jusqu'à l'Irak. Bon, pour l'instant on n'est pas encore l'Irak. C'est pas à ce moment-là qu'il Non, des zones d'influence dans l'Empire ottoman. C'est là où je dis on ne se rend pas compte de la main d'Hachem. Pour la raison suivante. Tout ça, ce sont simplement des zones d'influence, rien de plus. Si les Ottomans n'étaient pas rentrés dans la Première Guerre mondiale aux côtés de l'Allemagne contre les pays de l'Alliance, qui fait que les Français, en battant l'Allemagne, ont aussi écrasé l'Empire ottoman, et donc finalement ont récupéré ces zones d'influence comme étant les zones où il y a eu les Anglais, la Palestine, et qui ont pu faire ce qu'ils voulaient, le foyer juif, etc. Mais tout simplement, on sera encore avec l'histoire des Français et des Anglais ayant des zones d'influence dans un empire ottoman qui n'a pas perdu la guerre. Au début de la guerre, les Ottomans font un mauvais choix et choisissent l'alliance avec l'Allemagne au lieu avec ses anciens alliés, qui sont la France et l'Angleterre, comme ils l'avaient fait avec la Russie. Suite à cet élément-là, on obtient, alors là ils ont célébré ou manifesté ces accords, les accords de Sykes-Picot 1916, voilà. Où pendant la guerre, on n'a pas encore les fédéraux n'ont pas encore battu l'Allemagne, mais malgré tout, on se partage déjà l'Empire ottoman. Et donc ceux qui étaient des zones d'influence vont devenir des zones où qui vont effectivement être sous tutelle française, etc. et anglaise. Déclaration Balfour 1917, ça se transforme en une zone d'influence lorsque la guerre va finir comme le foyer juif en Palestine. Et 1919, on se coupe réellement, puisque le traité de Versailles, la zone. Et là où on rentre, pourquoi je parle tout ça avec Rabbi Yaakov Moshe Toliano, c'est que où se trouvait le rapport des zones d'influence. Et ça c'est très intéressant. J'ai dit le Liban et la Syrie, qui étaient français. La Palestine jusqu'à l'Irak, qui est anglais. Mais où passe la frontière? Le nord du pays, tout le Galil, devait être français.
Et si jamais Rabbi Yaakov Moshe Toledano n'était pas intervenu au moment du traité de Versailles, alors on parle dans cet élément-là de Sokolov et de Weizmann, et on oublie le Chacham qui était là pour une raison très simple, je vais l'expliquer dans un instant. Rabbi Yaakov Moshe Toledano, qui a fait tout son, qui était citoyen français, de son origine marocaine, qui avait continué à garder, même si avait avant ils ne sont pas venus en Israël, avant venus français, vous allez voir tout de suite pourquoi, et qui a réussi à garder la Galil il était au traité de Versailles, il est participé pour défendre les intérêts de l'organisation sioniste, à côté de Chaim Weizmann et Nahum Sokolov. Et lui qui vient du Galil, puisque c'est là où il habitait, Pékin, etc., a défendu, et grâce à lui, le Galil est resté dans la partie anglaise de ces accords, contrairement à ce qui aurait, se serait produit, ou avec Sykes-Picot, etc. Pourquoi Rabbi Yaakov Moshe Toledano est lié avec les Français? Pour une raison très simple. Étant citoyen français, quand la guerre débute, ceux qui sont citoyens français en Israël sont sujets de l'ennemi pour les Turcs. Et donc ils sont expulsés. Et avec 700 juifs, ils partent où? En Corse, à Ajaccio. Et il y a eu 700 juifs qui ont passé la guerre à Ajaccio. La Première Guerre mondiale. Et alors lui, pendant cette période-là, il faisait du commerce, mais c'est pas ça, il était plus ou moins, il est très jeune, je vous dis qu'il est dans 1880, donc il est dans les années 30, je veux dire, de sa vie, et pourtant, il prend plus ou moins la tête de tous ces juifs-là. Alors il faut croire que la Corse était suffisamment attrayante parce que la guerre finit, et il y a une bonne partie de juifs qui disent pourquoi retourner là-bas. Pourquoi revenir en Israël? Et alors il fait des pieds et des mains, notamment en France, notamment avec l'Alliance par exemple, qui était liée aussi avec, alors en tant que citoyen français, avec les relations qu'il a en France, pour les convaincre en leur disant c'est pas une affaire pour les juifs de rester maintenant ici en Corse, et il arrive à les ramener tous en Israël. Mais du coup il s'est fait tout un réseau de relations à Paris qui lui permet ensuite, à la guerre, au traité de Versailles, de garder le Galil. La suite est assez intéressante, il revient en Israël, toujours Tibériade, puisque c'est son lieu d'origine. Il devient Chacham de Tibériade, c'est pas encore clair si c'est lui Rav Rashi, mais en tout cas représentant de Tibériade dans la moïtza de la Rabbanout qui se forme à Yerushalayim. Et alors, suite à tout ça, il commence un petit tour, je dirais, du monde juif de l'époque, notamment à Tanger. Alors là, on a différentes dates. 1826, Tanger. Il reste 1926, Tanger, où il est avec Rav Yehuda à Zinkot, Rosh Bet Amidrash les Rabbanim à Tanger. Vous allez voir tout à l'heure, on va étudier une tchouva de cette période-là. Il revient ensuite. Il est à Tanger, il va habiter Tanger. Il habite à Tanger pendant 3 ans. 1929 au Caire, 32 Alexandrie, et on le retrouve ensuite en 1942 Rav Rashid de Tel Aviv. Alors tout le monde connaît, c'est la fin de l'histoire parce que c'est quand même le Rav Rashid de Tel Aviv de 1942 jusqu'à 1960, date de son décès. Et plus que ça, en 1958, il est aussi Sahar Hadatot. Alors, Sahar Hadatot, c'est quand même, mais sinon sans affaires politiques, mais je rentre moins dans cette histoire, c'est ce qui est le plus connu, pour l'histoire israélienne officielle, ça on en parle beaucoup. Le Mafdal qui sort du gouvernement, il est affilié à aucun parti. Au niveau des Haredim, il est déjà complètement rayé de la liste. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que dans son action sioniste, en 1912 déjà, il y a un congrès de Agudat Israël, à Ktovitz en Pologne. Et dans ce congrès-là, il y a un texte, alors je vais peut-être vous dire quelques lignes, il écrit de manière virulente contre la Agudat Israël. Il faut dire que quand on lit ces choses-là, on n'imagine pas assez. Il manque toujours de l'histoire. Ça, c'est un grand, une base de connaissance des textes. Ce qui se dit dans les congrès de la fondation de la Agudat Israël, c'est des choses absolument effarantes. Et donc lui s'y oppose dans un article contre Israël. Pas contre Israël, comme vision du monde. Il y a des problèmes dans le monde juif, il décrit tout l'ensemble des problèmes, et il faut enseigner à tous les juifs, 1912 en Pologne, il faut enseigner à tous les juifs qu'il y a beaucoup de malheurs qui nous touchent, mais que ces malheurs sont voulus par Akadosh Baruch Hu, et qu'il ne faut surtout rien faire pour s'y opposer. Une passivité totale, mais complètement
franche, parce qu'aujourd'hui quand on le dit, on dit non, mais ce sont différentes positions qui ont comme ça. Alors, il a une longue lettre qu'il décrit, qui a aussi publiée dans les journaux, contre un certain discours. Peut-être que tous les partisans de la Gouda d'Israël n'étaient pas dans ce discours, mais en tout cas, un certain discours qui est totalement. Et alors, il leur dit c'est pas possible, ce fatalisme de concevoir la lutte est complètement erroné à sa base. Oui, pour défendre la Torah, etc., ça c'est évident, mais il faut enseigner aux gens que lorsque on a la possibilité, notamment maintenant avec tout ce qui est en train de se préparer de manière légale avec les différentes nations qui permettent le retour, etc., il ne faut pas baisser les bras ou accepter ce genre de situation-là. Je vais revenir tout à l'heure parce qu'il y a une Chouvel Khatit qu'il a écrit sur cette question-là. En tout cas, donc du côté Haredi, il est complètement rayé. Il est assez indépendant pour ne pas être soumis au Mafdal et tout le côté, Miflaga Datit Léoumit, totalement indépendant, et il rentre en n'étant même pas député, un poste, de Rapourachi de Tel Aviv, catapulté par Ben Gurion au Misrad à Datot. 1958 jusqu'à 1960, et 1960, il est décédé. Alors, pour parler de son œuvre, j'évoquais tout à l'heure, premièrement, son travail pour le rassemblement des Ktavia, des manuscrits, des textes, etc. Il a écrit beaucoup de livres là-dessus. Il est connu ensuite pour un certain livre qui est le livre fondateur de l'étude des Juifs du Maroc, qui s'appelle Ner HaMa'arav. Et ce Ner HaMa'arav, c'est le livre de base pour connaître l'histoire des Juifs du Maroc. Après, ça a été repris, développé, etc. Mais en tout cas, c'est le livre qui développe. Et à part ça, il a écrit des Sheilot Utshuvot, dont une qui s'appelle Shul Yam Agadol. Yam, c'est Yarakov Moshe, mais aussi Yam Agadol, c'est l'ensemble de la connaissance de la Torah, etc. Et je voudrais avec vous en évoquer quelques-unes des plus intéressantes, sont toutes très originales, mais en tout cas, ces positions sont très intéressantes, des sujets brûlants d'actualité, traités par la Torah dans différents domaines. Alors la première la première que je voulais évoquer, c'est la suivante. Simanun Zayin, puisque j'évoquais tout à l'heure l'idée de est-ce qu'on a le droit de se révolter, de lutter, je pose une question toute simple. Est-ce qu'on a le droit de vendre des armes aux goyim? C'est un point très intéressant, et je dis entre parenthèses, c'est un point très d'actualité, parce que là, on parle d'armes. Alors, est-ce qu'il s'agit des Arabes à l'époque, ou il s'agit de manière générale? Israël fait partie des pays qui vendent des armes à tous les pays pas, totalement, respectables. Pour la bonne raison, c'est que lorsque on développe une industrie qui a besoin de se financer en revendant ces armes-là, tous les pays respectables sont déjà officiellement bien fournis, et il ne reste pour Israël que tous les pays plus problématiques. En tout cas, à son époque, il ne s'agit pas de l'État d'Israël, il s'agit du début du sionisme. Et notamment, dans cette chouva-là, il pose deux éléments. Premier point, c'est de parler de l'interdiction générale de vente des armes à des goyim, et en particulier, si jamais il s'agit qui peuvent être utilisées contre nous. Mais plus que ça, et là où c'est intéressant, c'est dit oui, mais notre devoir, il a de ça, cette chouva-là. Une deuxième chouva qui vient par la suite, où il dit notre devoir, c'est justement d'enseigner aux enfants et aux jeunes l'art militaire pour qu'ils puissent se défendre. Alors je disais tout à l'heure cette opposition sur le côté pacifiste, et là il a dans cette Chouva Nunzaïn, et cette Chouva Nunzaïn où il continue, il dit donc la première c'est est-ce qu'on leur vend des armes, il faut le garder pour nous, et après il dit Nishalti, Mechad mi Yedidai, Levaer, Michral, Mitzvat Yishuv Eretz Israël Bizmanazé, Chayavim Kol Israël, Ishtadel, Vekibush Haaretz, Vekol Mina Emtsaim Efshari. Est-ce qu'il faut utiliser par tous les moyens essayer de conquérir le pays? Est-ce qu'il n'y a pas une interdiction? On entend ceux qui disent il ne faut pas, il faut compter, est-ce qu'il n'y a pas une interdiction là-dessus? Et alors il y a une des choses très intéressantes qui est développée en deux parties. La deuxième partie, c'est celle qui parle du fait qu'on a le devoir de conquérir le pays, et que l'histoire des trois Chevrot,
on nous a parlé, reparlé, il dit ça n'a plus du tout de conséquences. D'ailleurs, on nous a fait la téchoua assez simplement chez l'Olimrod, Umot, mais pas quand on est on se défend, quand les Umot veulent nous détruire, lorsque c'est donné par permission des goïms, donc il a toute une longue tchouva. La question du Rambam qui dit qu'il n'y a pas de mitzvah, Yishuvaret, c'est très intéressant pour lui. D'après le Rambam, il y a une mitzvah tracée, Yishuvaret. Alors on dit, moi, est-ce qu'il l'a écrit? Parce que le Rambam n'a pas écrit cette mitzvah dans le Sefer HaMitzvot, il a un grand chidouche. Il dit la mitzvah de Yishuvaret, ça fait partie de la mitzvah Lachriv et Sheva Amamim. Il y a 7 peuples qu'il faut lutter contre eux, puisque ces 7 peuples-là sont les peuples de Kenaran. Le Rambam a compté la mitzvah de conquérir le pays avec la mitzvah des 7 peuples. Ça fait 22, ça fait une seule mitzvah. Donc c'est faux même de rentrer dans le débat du Ramban et du Rambam, à savoir est-ce qu'il y a une mitzvah Yishuvaret. Ça c'est la position dans cette question. Mais avant de parler de ça, il commence à téchouva en parlant de l'idée même de la galoute, et est-ce qu'on doit se défendre ou on ne doit pas se défendre. Alors là, il a des renseignements, je dirais, parce que c'est pas simplement une position de halakha, de Torah, mais il y a des renseignements très intéressants. Au niveau de la position, il dit c'est une grave erreur, une incompréhension totale des psukim de la galoute. Parce que tout ce qui est écrit dans la Torah, c'est pas un devoir de remplir tous ces psukim-là. C'est une punition qui nous incombe, et si jamais on mérite, eh bien, on n'aura pas un degré aussi violent que ce qui est écrit dans la Torah. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut s'acharner à remplir. Simplement, si ça nous arrive, on sait l'identifier avec le résultat d'une Kelala. Mais en fait, la galoute n'est pas quelque chose qui est recherché. Alors il dit d'ailleurs, ce problème-là, c'est un grand problème parce qu'au niveau historique, ça a été un déphasage total entre les juifs séfarades et les juifs ashkénazes. Alors là, on se demande quel rapport entre l'un et l'autre. Il dit oui, c'est très simple. La tradition juive, et ça c'est très important parce qu'il y a eu récemment encore des articles qui sont écrits pour nous expliquer qu'en fait le sionisme a révolutionné le juif de l'étude, le juif de la galoute, le juif qui était fait uniquement pour être passif, et tout d'un coup on lui a donné des armes, il s'est mis à lutter. Alors il dit non, c'est pas du tout ça la situation réelle de l'histoire juive. Alors, avant l'époque moderne, en tout cas de manière classique, toute l'histoire juive, le juif a toujours lutté. Et les séfarades sont distincts des ashkénazes parce qu'ils vivaient en pays arabe par rapport à ceux qui vivaient en pays chrétien. En pays chrétien, ils ont accepté l'idée par la difficulté des persécutions et les croisades et les autres et tous les pogroms, parce que c'était tellement difficile qu'ils n'ont pas pu relever la tête et par conséquent, ils ont justifié Tziduk Adin, les malheurs qui leur arrivaient. Il dit mais en Espagne, c'était pas le cas. Et alors, il y a toute une série d'éléments historiques qu'on n'a entendu d'aucun endroit sauf de lui. Par exemple, je donne un totalement innovant, que lorsque l'expulsion d'Espagne en 1492 a été décrétée, on connaît Rabbi Yitzhak Abravanel qui était à la cour et qui donc a essayé d'intervenir pour empêcher le décret de se réaliser entre le 31 mars, le 31 juillet, etc. Et malgré tout, on l'a même permis de rester lui tout seul avec un minyan, etc. Il n'a pas accepté, etc. Or, il nous dit non mais c'est pas ça, il y a aussi une autre chose qui s'est produite, c'est que Rabbi Yitzhak Abravanel avait organisé un soulèvement militaire pour renverser le roi d'Espagne. Un truc totalement inconnu comme ça. Et ils avaient déjà préparé des armes, puisqu'il avait des relations un peu partout pour pouvoir comme ça. Ça n'a pas marché parce qu'il y a un juif qui les a trahis, Moumar, et donc finalement toute l'histoire est restée. Alors c'est très intéressant, on ne connaissait pas ça de nulle part ailleurs. J'ai demandé à des gens qui connaissent au niveau historique, j'ai jamais entendu parler. Mais c'est pas ça ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est dans la perception du Rav Yaakov Moshe Toledano de l'histoire juive. Pour lui, l'histoire juive est une suite de faits d'armes et d'héroïsme. Il dit par exemple Moshe Rabbeinu, on leur avait dit comment Moshe Rabbeinu, Abraham Avinu, bien sûr, qui va sauver son frère, etc. Il dit Moshe Rabbeinu, si jamais il avait dû réfléchir comme cela, on leur avait dit Arba Meot Shana, il devait rester en Égypte, Arba Meot Shana. Oh, mais ça n'a pas empêché. Quand il a vu un Égyptien qui frappait un juif de manière trop violente, avant qu'Akadosh Baruch Hu même se révèle, il le tue et il est comme ça. Alors pourquoi il n'a pas dit à ce moment-là, on n'a pas le droit de se révolter contre la Xéra qu'Akadosh Baruch Hu avait commis. Et il nous donne toute une série d'éléments tout au long de l'histoire juive. À l'époque, bien entendu, des Maccabim, après de la révolte contre les Romains. Flavius Joseph qui raconte que lorsque les Romains voulaient défendre un poste établi, ils mettaient des soldats juifs. À l'époque où les Juifs étaient encore, avant la rébellion, les soldats juifs étant assurés que lorsque dans un poste ils sont là, qu'ils ne laisseront tomber que sur leur corps mort, mais ils défendront jusqu'au bout.
et toute une série d'éléments en disant mais ces éléments-là, les séfarades ont continué à avoir cette mentalité, à la différence du monde ashkénaze, et malheureusement, dans l'époque moderne, après l'expulsion d'Espagne, la galoute est devenue tellement lourde aussi pour les séfarades qu'ils se sont mis aussi à baisser la tête et se ranger sur le modèle en Europe, à accepter, à justifier quelque chose où il n'avait plus même de possibilité de se rebeller pour réagir contre la chose. Y a-t-il des documents sur la préparation du rabbin Abravanel? J'ai cherché, des gens qui connaissent, personne n'a entendu Qui en parler. parle? Rabbi il raconte, et on sait que, il raconte comme une sorte de tradition, je ne sais pas exactement autrement que ça. Mais en plus que l'élément historique de la chose, ce qui est intéressant, c'est la manière de percevoir l'histoire, que ce soit passé ou non, dans sa tête. Pour Rabbi Yaakov Gedalos, c'est un élément important au niveau des valeurs juives. Voilà ce que fait un chacham s'il peut. Alors s'il l'a fait ou pas, c'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est qu'il n'accepte pas de manière détachée. Donc de cette manière-là. Même quand il parle, excusez-moi, quand il parle de la Lamed Keshet, ça fait référence au discours de David Ameller, le espèce de Shaul. De Shaul, bien sûr. Il est clair que dans le Tanakh, on a cette position-là de manière très claire. La question c'est après, est-ce que, il semble, c'est là l'idée, c'est qu'à partir du moment où le peuple juif est parti en galoute, on arrive dans une vision dans laquelle on redevient un peuple, purement intellectuel, etc., de roi qui s'oppose au côté matériel. L'élément intéressant de tout ce passage-là, c'est justement de mettre le doigt sur le fait que c'est pas quelque chose de naturel. Que normalement, quand un Israël réfléchit normalement, on n'est pas ni dans le côté pur esprit détaché de la matière. Ça, ce serait bon pour quelqu'un qui parle du royaume des cieux sans ayant complètement éliminé le monde terrestre, ni entièrement, bien entendu, le monde terrestre, c'est l'association entre les deux qui fait la Torah et qui fait la pression juive. Mais c'est valable dans le côté militaire. Voilà. Il décrit ça de manière assez longue dans toute une chouva qui apprend à la fois ce côté militaire et à la fois la réponse au problème des Shouvaret, de l'Imrod Baoumot, etc. Une autre teshuva qui complète et qui est très très significative de l'ensemble des Chachamim Sfaradim, Siman Kaf Aleph, où il pose la question, est-ce qu'on a le devoir, Bismanazé, le chiffre Beddin Be'eret Israël, à savoir de former un Beddin central pour l'ensemble du Ham Israël, notamment pour décider de tout le calendrier. Le calendrier, c'est très clair, et on a le calendrier qui vient d'Israël. Israël. Est-ce que ça a continué, comme l'a dit le Rambam, très très tardivement, et que jamais il y a eu une interruption dans un Bedin d'Israël Israël, ou ça s'est arrêté parce que Hillel, le second, a déjà été Mekadesh tous les Chodashim jusqu'à Yemot HaMashiach? Est-ce qu'on peut vivre dans le Ham Israël sans instance juridique centrale? Ce point-là est fondamental parce qu'à travers lui, il y a toute une conception de la Torah et de la société juive et qui est reprise chez tous les Chachamim Sfaradim. Bien entendu, le Rav Toledano dit première partie sur le Kiddush HaChodesh, il ne peut être fait qu'en Eretz Israël, et le lien entre le Kiddush HaChodesh et l'instance de Kibitzion Tetzet Torah. Et la deuxième partie, c'est de dire, mais à part le Kiddush HaChodesh qu'il pose dans la question, le fait de devoir instituer une autorité centrale pour le Ham Israël est une nécessité pour ne pas que la Torah se transforme. Alors il dit, mais Shte Torot, la Torah chez l'autre, c'est la Torah qui est Shte Torot, on a dépassé depuis longtemps les Shte Torot, on est à la Torah, je veux dire, chaque Bedin, je veux dire, pour la cacheroute, on est dans les 20 ou plus, de Batedim, etc., différents. Toute cette idée-là est une idée étrangère à l'esprit des Chachamim. Je donne un autre exemple, parce que c'est valable, on le retrouve chez tous les Chachamim. Le Rav Uziel, sa première teshuva, du Shoot Mishpeter Uziel, qui parle de problème de la langue. Quel accent, quelle prononciation doit-on avoir maintenant qu'on est tous en Israël, avec chacun revient de sa galoute? Il y a un grand débat, la prononciation séfarade, la prononciation ashkénaze, etc. Il donne son opinion sur le sujet, mais il termine en donnant un point, toute une longue hamoud et plus, où il explique en disant, de toutes les manières, ça c'est ce que je pense, mais étant donné que c'est un sujet de connaissance linguistique très très particulière pour décider comment ça doit être fait, il faut mettre en place une Knessia Gdola Shel Chachamim, le Sanhedrin, une autre manière de l'appeler, qui cette Knessia Gdola Shel Chachamim pourra, en ayant des linguistes, des gens qui connaissent le sujet, décider, en représentant tout l'Am Israël, quelle est la marche à suivre. Ça nous paraît naturel, mais c'est pas aussi naturel que ça.
Parce qu'après la création de l'État d'Israël, non, ça paraît évident, on dirait c'est normal qu'il faudrait qu'il y ait une instance. Lorsqu'après la création de l'État d'Israël, il y a eu quelques Chachamim, Sfaradim comme Ashkenazim, le Rav Maimon notamment, et d'autres, qui ont voulu instituer reformer le Sanhedrin. Ça n'a pas du tout été accepté en disant non, il faut maintenant continuer à garder la situation fragmentée qui existe. Et je ne veux pas dire tous les problèmes, mais nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui proviennent du fait, pas sur le fond du problème lui-même. On n'a pas mis en place une instance qui doit décider. Et donc le peuple juif continue à vivre avec l'Torah, et ça nous paraît naturel de continuer à vivre avec ce genre de système-là, alors que c'est totalement aberrant. D'ailleurs, c'est très intéressant, parce que dans la Haskama au Rav Uziel, sur cette question de la langue, où le Rav Uziel donne son opinion sur la langue, et après dit qu'il faudrait faire une Knessia Shel Chachamim qui se rassemble et qui décide pour tout l'ensemble du Ham Israël. Il a deux Haskamot et deux Rabbanim Rashim. Il a écrit ce livre-là quand il n'était pas encore Rav Rashi. Il y avait le Rav Kook et le Rav Yaakov Meir, le Rishon LeZion, le Rav Yaakov Meir, avant le Rav Uziel. Les deux donnent leur Haskama au Sefer Mishpete Uziel. Dans la Haskama du Rav Kook, il rajoute, et je vais d'ailleurs dire mon opinion sur la premier siman dont il parle. Toute la réponse du Rav Kook est basée que sur le côté halachique de la chose, comment changer la langue, ne pas changer, etc. Pas un mot sur la proposition d'initier un Knessiag de la Shel Chachamim. Pourtant, dans l'esprit du Rav Kook, l'idée de la Rabbanut Arachide, d'une certaine manière, aurait dû mener à cela. Mais de son temps, avec l'ensemble de la population juive, etc., il n'a pas osé rajouter cet élément. Le Rav Yaakov Meir, la seule chose qu'il évoque dans sa tchouva, parallèle, elle a imprimé d'ailleurs sur deux colonnes, d'un côté il y a Rav, de l'autre côté il y a le Rav Yaakov Meir. Il dit à propos du Siman Alev, j'étais très content de voir qu'il a été évoqué l'idée d'une Knessia Gdola et du Sanhedrin, parce que c'est une idée que j'ai depuis des années, que je pense qu'il faut tout faire pour amener dans le Ham Israël quelque chose d'unifié pour la halakha. Il n'évoque quasiment pas le côté technique de la question évoquée, mais le côté fondamental de la Knessia Gdola Shel Chachamim. Et c'est ce que fait le Rav Toledano à propos du Kiddush HaChodesh. Première partie sur le sujet débattu, Kiddush HaChodesh. Deuxième partie, où développe longuement l'idée qu'il faille faire un Sanhedrin. Et alors il va en plus dans les détails de ce Sanhedrin, dans tous les détails. Où est-ce qu'il doit par exemple, où doit se siéger? On imaginera Yerushalayim, etc. Non, à Tibériade. Parce que le Sanhedrin a fini à Tibériade, le Bachar doit revenir de Tibériade, donc c'est Tibériade qui doit avoir l'endroit du Sanhedrin. Et après il donne toute la suite du détail presque du fonctionnement du Sanhedrin actualisé à cette époque-là. Et qui a décidé que la prononciation serait la prononciation sfarade dans le parler? Ah, bon, là on ne parle pas de Rav Uziel. Non, mais qui a décidé? C'est quelque chose qui a été décidé. Non, c'est Ben Yehuda. Mais avant Ben Yehuda proposait son opinion, etc. Finalement, c'est quelque chose qui a été de facto appliqué dans la société, dans la rue, et ensuite les Chachamim ont donné leur opinion pour savoir s'ils étaient d'accord ou s'ils n'étaient pas d'accord. Ceux qui ont réveillé le problème, disons, alors bon, Ben Yehuda était fondamentalement pour la prononciation séfarade. Il a écrit d'ailleurs plusieurs pour l'expliquer. On a d'ailleurs l'origine d'où il l'a connu, c'est grâce aux Juifs d'Algérie, puisqu'il était pour sa santé. Les médecins, il est à Paris, et les médecins lui ont dit qu'il faut aller dans le climat d'Algérie, à l'époque française, était propice pour se guérir. Et en Algérie, il a entendu la prononciation séfarade. Et il a dit, en entendant ces gens qui parlent normalement le séfarade, par rapport à la prononciation qu'il connaissait, yiddishisante d'Europe, etc., il dit c'est comme ça que ça doit être la prononciation la plus normale. Et à partir de ce moment-là, il a un français, Jibaou Hacher. Non, sans quoi on aurait. Maintenant, le débat s'est fait a commencé ensuite. En 1925, il y a un Chacham qui arrive de Yémen, et le fils du Chacham de Sanaa, qui était le Rav de Yémen, qui est encore tout jeune, qui arrive à Tel Aviv, qui s'occupe de Koilot, et il se rend compte que les Thémanim ont arrêté de parler avec la prononciation de Thémani. Alors ça, c'est un grand problème, et du coup, il se pose la question est-ce que c'est permis, et il dit non, il faut garder la prononciation de Thémani, qui est avec lui, même combat, c'est les Ashkenazim. Puisque eux, c'est la prononciation ashkénaze, alors que les séparadim, comme ça. Et alors il écrit une série de lettres à l'ensemble des chachamim de l'époque, dont le Rav Kook, dont tous les Dagan de Tel Aviv, etc., et pour soutenir sa position ou aller contre.
Et c'est très, tranché, donc le Rav Kook le soutient totalement, dans l'idée qu'il faut parler la prononciation, garder l'accent de c'est très intéressant d'ailleurs, parce que les Talmidim du Rav Kook aujourd'hui, sur ce point-là, qui est fondamental chez le Rav Kook, je ne crois pas qu'ils ont gardé la prononciation, même pas pour le Shem Hashem ou dans la Tefila, qui est nécessaire. Bon, ça, c'est un long débat. Et le Rav Uziel et d'autres Chachamim qui sont, tous disent, soit, il faut trouver une manière, c'est un point très intéressant, il est impossible, et ça c'est un concept de la conception séfarade profonde. Il est impossible qu'on ait une prononciation pour le Beth Knesset, pour la Tfila, et qu'on ait un autre hébreu pour la rue. Il ne faut pas faire une dichotomie entre le côté religieux, l'ambiance, et puis tout d'un coup on se met à parler autre chose, et de cette manière-là on marque un fossé encore plus grand entre ce qui est l'affaire de la Torah, qui est quelque chose qu'on garde, qui a perdu un peu son côté vivant, et on a la langue, l'hébreu moderne, pour le côté de la rue. Il faut qu'il y ait quelque chose Malgré tout, il y a des différences. Il y a une difficulté à l'Ulpan de ça. Il y a des Ashkénazim qui prononcent comme à la synagogue, et l'enseignant, reprend. Et l'inverse chez nous, par exemple, le Aïn, on veut le Gimel, le Aïn, ils ne comprennent pas qu'on prononce, ils ne veulent pas qu'on prononce le Aïn. C'est un problème. Si on ouvre le problème de la langue, là, vous avez posé le problème de la langue, on n'en sort pas parce qu'il y a 12 lettres qui ont disparu dans la langue qu'on parle aujourd'hui. Il y a 12 lettres qui ont été complètement mises à l'écart par rapport à l'hébreu normal. Vous avez dit le Gimel ou le Aïn, c'est comme ça. Il y en a d'autres au passage, le He. Le He a totalement disparu, puisque le Aleph, le He et le Aïn, tout ça se prononce de la même manière. Il y en a comme ça. Oui, le He. Est-ce que lorsque vous prononcez un He, quand on était petit, on nous avait dit, quand on prononce le He, à l'agence du Aleph, si on met la main devant, on doit sentir le souffle qui sort. Alors que le Aleph, on ne doit pas sentir le souffle qui sort. C'est une façon comme ça. Lorsqu'on lit la Torah, on dit Ha Aretz. Il faut dire le premier He et le deuxième Aleph. Personne ne parle comme ça. Le dagesh devient très difficile à appliquer. Mais après, vous en avez toute une série. Je ne vais pas faire maintenant tout le décompte. Vous verrez, si vous comptez l'ensemble des lettres de l'alphabet, le Kouf, on a entendu, le Dalet sans dagesh, le Rimel, enfin bon, la quantité de lettres a disparu, mais le sujet n'est pas la langue en tant que telle, mais surtout la manière d'entrevoir, est-ce que notre rapport vis-à-vis de la Torah doit être différent de notre vie normale. La conception profonde est que la Torah est une Torah vivante, donc on doit la vivre dans le côté dans lequel on vit tous les jours. C'est pas le Hol d'un côté et le Kodesh, mais je dirais d'une manière générale, même s'il y a une différence entre ce qui est Hol et ce qui est Kodesh, la conception séfarade est basée sur une idée fondamentale qui est l'idée de l'harmonie. D'Arkénoram, je crois que ça se traduit par l'harmonie, c'est-à-dire le fait de dire il y a le Chol, il y a le Kodesh, mais il peut y avoir une harmonie entre ces deux domaines, l'individu et la collectivité, le particulier et l'universel. Toutes ces grandes idées qui sont, ces couples qui souvent sont en lutte l'un contre l'autre, eh bien, doivent être mises en harmonie. Parce que la civilisation occidentale, elle fait la séparation entre le dati et le... La civilisation occidentale a commencé avec la Grèce, la civilisation occidentale a commencé avec la Grèce, qui est malade de définition et de donner des gdarim, alors il y a d'un côté ceux qui forment, qui tracent des frontières, et il y a de l'autre côté ceux qui s'occupent à essayer de détruire toutes ces frontières-là. Et il y a entre ceux-là et ceux-là une position qui est la position plus séparable, dans laquelle la frontière est moins intéressante, la définition moins intéressante que le fond même du phénomène. Et du coup, on est moins dans le côté, dans les luttes, dans les disputes, dans tous ces choses-là, que dans le... Ça, c'est une manière générale, ce qui est dans l'arrière-plan de tout l'état d'esprit de la tradition séfarade. Alors, juste pour revenir sur Rabbi Yaakov Moshe Lugdano, il y a une autre teshuva très intéressante dans laquelle il parle du devoir qu'on a à utiliser avoda ivrit ou avoda d'Elohim. Est-ce qu'on doit, le grand débat de ces années-là, il y a de la main-d'œuvre juive, il y a de la main-d'œuvre arabe, et est-ce qu'on doit nécessairement faire travailler les juifs? C'est un problème qui
qu'à cette époque-là, de manière brûlante, qui n'a pas arrêté d'être d'actualité. Parce que lorsqu'on vient voir quelqu'un, on lui dit oui, mais tu sais, j'ai des ouvriers arabes, ça coûte moins, etc. Les gens font le calcul de l'argent plus que le calcul de... Et alors il va faire des économies dans un domaine, je ne dis pas le résultat qui va être, mais après, dans d'autres domaines, il va dire par exemple, je vais donner la tzedaka. Bon, mais alors avant de donner la tzedaka, emploie un juif et c'est déjà ta tzedaka. Ou je vais essayer de prendre de cette manière-là et après de voir comment essayer de faire quelque chose. Cet argent-là, d'abord fais ce que tu dois faire et ensuite tu donneras le supplément. La même chose qui s'est dit d'ailleurs pour le fait de poser des questions. Les gens parfois posent la question sur le maaser qui n'est commis des rabanan dans un minag à propos de l'argent. Je dis le massa de la Torah, c'est pour les fruits, et encore même que pour Dagan, Tirosh, Veitzar, le vin, l'huile, etc. Alors que des rabanan, ça a été mouchab à toutes les récoltes, et c'est un minag, le fait de faire sur l'argent, de donner véritablement au maaser près. Et beaucoup de... Et Yaakov, il a dit, il a pu le dire, ça n'a pas transformé ça en mitzvah. Ça n'a pas transformé ça. De Yaakov, on apprend ça comme étant l'origine du minag. Mais au niveau de la mitzvah elle-même, on n'est pas mechayev. Or, et c'est ça qui est très important, des fois des gens viennent demander le maaser au maaser près. Alors je pose la question, mais au niveau de tout ce qui concerne déclarer aux impôts, payer le ma'am, tout est déjà, bien net. Alors les gens commencent à... Alors on ne va pas donner du maaser d'un côté, si de l'autre côté on l'a volé. D'abord on est... Les impôts font partie du maaser. Non, je dis pas ça, je parle pas ça. D'abord, première chose, on doit donner ce qu'on doit donner, et ensuite, sur ce qui nous reste, on donne à Kadosh Baruch Hu et on donne pour ce qui est mitzvah. Mais on n'inverse pas les positions. Or, très souvent, on blanchit ce genre d'action en disant je vais en donner beaucoup plus pour le maaser, pour la tzedaka. C'est une inversion des proportions de l'ordre normal. Alors qu'est-ce que dit le Ram Yenshuva où il parle justement du travail juif. Alors, bien entendu, et c'est suite aussi à ces toutes les questions sont liées un peu avec l'autre, vu la situation actuelle, non seulement il faut faire précéder des juifs vis-à-vis des goïms en général, mais sûrement ceux avec lesquels on vit, qui sont même, on est en lutte avec eux. Mais, et c'est là où il a une deuxième partie de la question, il dit, mais qu'est-ce qui se passe quand ces juifs dont on parle, c'est pas vraiment des juifs qui suivent la Torah, dans tous ces détails, pour être comme ça. Est-ce qu'il s'agit encore de ceux qu'on doit faire précéder Achicha? Achicha, on l'a vu, il y a beaucoup de midrashim qui parlent Achicha ba-mitzvot, ceux qui pratiquent les mitzvot. Est-ce qu'il ne prend pas, à partir du moment où il profane, etc., le même statut qu'un goy? Il a toute la suite de la Teshuvah, très intéressante, dans laquelle il développe l'idée que ces juifs qui ne sont pas pratiquants, malgré tout, ont le même, nous avons le même devoir vis-à-vis d'eux, les achayot otam, vis-à-vis des goyim, ça c'est un. Mais deux, de manière plus intéressante, c'est pas seulement qu'on a le même devoir vis-à-vis d'eux, mais qu'eux-mêmes, par tout l'ensemble des mitzvot qu'ils pratiquent, n'ont pas le digne de ces juifs qui sont loin des mitzvot. On entend déjà l'idée de Rav Kook et de tout ce qui a été développé en disant ces juifs. Alors il y a l'idée de Tinok Shenishba, mais surtout l'idée de voir tout le bien qui se trouve chez ces gens-là.